dans ton travail quant à tes images où tu revendiques une forme de perfection picturale, photographique, presque, on pourrait utiliser le terme esthétisante, que d'ailleurs tu utilises toi. Dans une école d'art, quand quelqu'un utilise ce terme, souvent on fait les grands yeux, et toi tu revendiques justement le fait que ce sont des images qui ont un impact très très fort. C'est vrai que dans mon travail, l'esthétisme est très présent. Effectivement, je l'assume totalement, et pour moi il est très important, et c'est vraiment l'idée d'utiliser cet esthétisme comme un piège. Oui, revendiquer. Un piège qui viendrait capturer le regard et amener les gens à s'interroger sur le sujet vers lequel je veux les amener. Et je reprends un peu, en fin de compte, c'est pas moi qui ai inventé ces mécanismes, il y a bien d'autres qui l'ont fait avant moi. Mais moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, on va dire, ce qui m'a bouleversé avec cette approche-là, c'est ce poème qu'on apprend à l'école, le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, où justement on est un petit peu dans un jardin d'Éden au début, et puis il y a une dramaturgie qui s'installe, mais on ne s'en rend pas compte la première fois qu'on le lit, on la comprend après quand on le relit, mais la première fois on ne s'en rend pas compte, et quand on lit les derniers mots du poème, on comprend qu'on est face à un jeune soldat qui a été tué, et donc d'un seul coup on se prend un peu une claque au visage, on sort de ce jardin d'Éden pour aller vers un drame. Et du coup, je trouve voilà, la manière dont on est séduit par ce jardin d'Éden, et c'est ce que j'essaye de faire via l'esthétisme. Et justement, le drame, il est omniprésent, il est parfois montré souvent sous-jacent, souvent en deuxième lecture, et je trouve qu'il y a une série que je trouve très très belle, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en préparant là, qui est American Suburb. Moi j'aime beaucoup la photographie d'architecture. L'architecture, c'est un sujet aussi de photographe, hein. Et notamment les gated communities, plutôt aux États-Unis, plutôt à Miami. Et en fait, toi, tu as été chercher une gated community, ça s'appelle American Suburbs, là c'est 2010, mais en Irak, certainement qui a eu une durée de vie très limitée, et dont tu as été témoigné, si tu veux, de cette perfection architecturale avec des points de vue magnifiques, mais qui disent autre chose. Alors effectivement, c'est un projet qui date un peu, effectivement ça date de 2010, et je l'avais fait à ce moment-là, je m'étais intéressé en fait au retrait des troupes américaines d'Irak, donc elle a commencé en 2010 et qui s'est achevée en 2011, et comment une nouvelle forme de guerre se mettait en place, qui n'était plus une guerre avec des avions de chasse, avec des fusils d'assaut et des bombes, mais une guerre d'influence à travers la diffusion de ce que Reagan appelait l'American Style of Life. Et pour moi, cette gated community, c'était le modèle un peu absolu de ça, puisqu'on n'est pas très loin de Kirkuk, on est au nord de Kirkuk. Et c'est une gated community qui a été construite par un promoteur immobilier américain, avec une architecture typique de ce qu'on peut trouver dans la région de Maryland, Virginia, et c'est vraiment ces maisons avec des rues, même le nom des rues, ça s'appelle Connecticut Avenue, Washington Street, etc., avec une espèce de gated community destinée aux étrangers qui travaillent dans le pétrole à Kirkuk ou à des riches irakiens. C'est complètement fermé, c'est protégé. Ils ont leur propre supermarché, leur mosquée, leur église. Et je trouvais ça assez intéressant et assez déroutant en même temps. Et du coup, dans la série, quand on regarde la série au début, avec le titre American Suburb, si on passe rapidement devant, on a l'impression de regarder une banlieue américaine type. Et puis en fait, si on s'arrête un peu plus sur les photos, mais comme sur toutes mes photos, en fait, plus on s'arrête dessus, plus on va voir des choses et plus on va rentrer dans l'image. Mais si on s'arrête dessus et qu'on prend le temps de regarder, on voit par exemple les plaques d'immatriculation des voitures sont écrites en arabe. Et puis, du coup, si on prend le temps, on commence à regarder le carton, on voit que c'était fait en Irak. Et voilà, et c'était vraiment interroger cette notion de guerre d'influence et ce qu'on appelle simplement le soft power. Alors, à l'inverse de ces images où il y a une perfection déjà architecturale dans l'idée de la gated community, mais aussi avec les points de vue, les perspectives, il y a une propreté aussi étrange qu'on n'attend pas forcément à cet endroit. Complètement à l'inverse, il y a une pièce que j'ai découvert aussi assez récemment, que j'ai trouvée passionnante,
Quand je dis à l'opposé, c'est parce que c'est, je crois, une caméra du type GoPro que tu as posée sur un combattant, hein, encore une fois, et où tu vas filmer 24 heures, y compris quand il dort. Et ce que j'aime entendre quand tu parles de cette... On peut considérer que c'est une performance déléguée à un combattant par l'artiste. Hein. Ce qui en sort, finalement, c'est une forme d'ennui. Et que la guerre, mais ça tu l'as vécu puisque tu as été sur des théâtres de guerre, c'est aussi beaucoup d'ennui. Ce que d'ailleurs on perçoit déjà au cinéma avec notamment les films sur le Vietnam où il y a un ennui qui s'installe. Alors il y a quelques œuvres cinématographiques qui parlent un peu de cet ennui, mais elles sont très rares. Et dans ce projet que j'ai fait... donc en Syrie, aux côtés de combattants rebelles de l'armée syrienne libre. J'ai fixé donc une caméra sur le torse de ce combattant. Je l'ai invité à filmer lui-même 24 heures de sa vie. Donc ça donne une vidéo qui a un plan séquence de 24 heures. C'est-à-dire quand les gens regardent la vidéo à 8 heures du matin, il est 8 heures du matin pour le combattant. Quand il regarde la vidéo à 14 heures, il est 14 heures. S'il la regarde à 22 heures, il est 22 heures. C'est avant The Clock de Christian Marclay. Donc, c'est à peu près la même période. Je ne sais pas de quand. Enfin, c'est pas loin, mais je veux dire, c'est aussi la même idée, sauf que on n'est pas sur le sampling, on est au plus près du réel. Et justement, effectivement, on est. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce rapport au réel, dans le sens où justement il n'y a pas de montage, c'est juste ce plan séquence. Donc c'est-à-dire qu'on commence la journée, on ne sait pas ce qui va se passer. Et voilà, il vit sa vie, quoi, simplement. Et ce qui m'intéressait, c'était à la fois interroger qui produit l'image de guerre aujourd'hui, puisqu'on va le voir à partir de 2010 et du début des printemps arabes, avec l'apparition progressive des smartphones, les combattants vont se mettre à produire énormément d'images et à les diffuser. Pour moi, l'image qui est vraiment symptomatique de ce phénomène-là, c'est la première image qui a été diffusée dans les médias de la capture de Kadhafi, qui est une image qui a été réalisée par Philippe Desmazes, un photographe de l'AFP, et il a photographié l'écran du téléphone portable d'un combattant. Tout simplement parce que quand ils ont attrapé Kadhafi, forcément il y avait des combattants, puisque c'est des combattants qui l'ont attrapé, mais il n'y avait pas de reporter, parce qu'il ne peut pas avoir un reporter derrière chaque combattant. Et à partir du moment où ces combattants produisent de l'image, la diffusent, les combattants seront toujours plus proches de l'événement que ne peut l'être le reporter. Le combattant est acteur de l'événement, donc il sera toujours là, en fait. Et face aux attentes des médias qui sont souvent, pas toujours, mais très souvent basés sur l'événement, le tir, l'explosion, le cadavre, on peut s'interroger sur la place du reporter de guerre aujourd'hui. Et c'est ce que je voulais faire en fixant la caméra sur le torse du combattant. Et ici, ce n'est pas moi qui produis l'image, c'est lui qui produit l'image. Ça nous parle aussi de ces images amateurs qui rivalisent aujourd'hui avec les images de guillemets professionnelles. Après, la frontière est devenue très très floue aujourd'hui. Tout à fait. Mais avant de revenir sur ces images amateurs, qui je pense effectivement est très important, et j'avais fait toute une exposition au Centre Pompidou autour de ça, une exposition manifeste sur l'image de guerre. Sur ce projet aussi, ce qui m'intéressait, c'était déconstruire la représentation qu'on a de la guerre. Parce que si on regarde, comme je disais, à part quelques exceptions, les représentations qu'on a sont principalement basées sur l'événement. Dans les médias, c'est principalement une image basée sur, donc, comme je disais, l'événement. Dans les films, sur 1h30 de film, généralement, c'est 1 heure de combat, 1 demi-heure de scène d'amour. Et puis, on a les jeux vidéo, où là, on tire en permanence. Et donc, on s'aperçoit que le conflit est très présent dans nos sociétés, mais en même temps, c'est une représentation qui est extrêmement fantasmée. Alors que ce qui caractérise avant tout une zone de guerre, c'est l'attente. Et en fin de compte, dans cette vidéo que j'ai faite, cette vidéo de 24 heures, elle est extrêmement ennuyeuse. On le voit qui fait des blagues avec ses potes, on le voit qui nettoie son arme pendant très longtemps, on le voit qui regarde un sitcom égyptien à la télé, il dort, il va cuisiner, il fait son lit, il fait un tour en mobilette. C'est très ennuyeux. On attend, avec cette tension permanente qui est inhérente à la zone de guerre. Cette tension permanente, parce que c'est ça, on ne sait jamais quand on est sur une zone de guerre si on sera encore vivant à la fin de la journée. À tout moment, il y a un avion de chasse qui peut arriver, qui largue sa bombe, et bon, juste tout le monde est mort, ou juste on traverse la mauvaise rue, on se fait tirer dessus par un sniper.
mais on attend. Et c'est vraiment cette attente, ce temps long que je voulais montrer, sortir de ce fantasme de l'événement. Mais il y en a d'autres qui l'ont fait très bien, hein. Je pense à ce livre assez incroyable de George Orwell, Hommage à la Catalogne, où justement il parle de toute cette attente.